À 21h03, une mère prononce 3 mots incompréhensibles. 3 mots impossibles à identifier sur l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, toute sa famille disparaît. Sans lutte, sans bruit, sans trace. C'est l'une des affaires les plus déroutantes de ces 20 dernières années. La famille vivait dans une petite maison en périphérie d'un village tranquille. Quartier calme, pas d'antécédents, voisins soudés. Les 2 enfants allaient à l'école du village. Les parents avaient une situation stable, aucune dette, aucun conflit. Bref, rien qui puisse expliquer une disparition volontaire. Le 14 juillet, vers 20h40, ils dînent tous ensemble. Oui, on entendait les enfants rire. On mange, je t'appelle après. Rien d'anormal, pas de stress, pas d'alerte. À 21h03, elle passe l'appel qui va tout changer. Il est précisément 21h03. Un appel est passé depuis le téléphone de la mère. La connexion est mauvaise, presque immédiatement parasitée. Une voix de femme, faible et tremblante, parvient à traverser le grésillement. Elle ne prononce que 3 mots, si déformés par la peur et la mauvaise qualité de la ligne qu'ils en deviennent presque une énigme sonore. Mais ce n'est pas tout. Superposé à la voix, un autre son, distinct et inquiétant, est capturé par le microphone. Un bruit sec, métallique, qui déchire le fond sonore. Les analystes audio isoleront plus tard cette signature acoustique. Sur le spectrogramme, elle apparaît comme une strie verticale et agressive, complètement différente des modulations plus douces de la voix humaine. L'analyse suggère un impact ou une friction. Un son bref, mais lourd de sens. Un expert dira plus tard que ce bruit ressemble à une chaîne, ou à un outil glissant sur du béton. Ces 3 mots, quant à eux, deviennent le cœur d'une bataille d'experts. La distorsion est telle que chaque écoute semble révéler une nouvelle possibilité. Pour démêler cet écheveau, les enquêteurs convoquent un panel pluridisciplinaire. Des linguistes, des spécialistes des dialectes régionaux, des ingénieurs du son et même des experts en communication militaire habitués à décrypter des messages en conditions extrêmes. Les hypothèses se multiplient, chacune ouvrant une nouvelle piste. Les enquêteurs ont proposé au moins 7 interprétations différentes. Un nom, une adresse, un mot en patois local, un cri étouffé, un code, une demande d'aide ou le nom d'une personne. Chaque option est une porte vers un scénario radicalement différent, de l'accident à l'enlèvement, en passant par le message codé. Mais sans certitude, toutes les pistes doivent être explorées. Puis, le silence. La ligne coupe brusquement. L'appel dure exactement 4 secondes. 4 secondes de chaos sonore qui constitue le dernier signe de vie connu de la famille. À 21h04, les 4 téléphones du foyer cessent d'émettre. Localisation coupée, batterie coupée, signal coupé, comme si un brouilleur avait été activé. Pourtant, aucun appareil de ce type n'a été retrouvé sur place. À l'intérieur de la maison, le temps semble s'être figé. Les premiers gendarmes qui pénètrent dans la salle à manger sont saisis par une atmosphère pesante. La scène est à la fois banale et profondément anormale. Sur la table, le dîner est prêt. 2 assiettes, celles des parents, sont servies. Le plat semble encore tiède. Mais à côté, les 2 assiettes destinées aux enfants sont désespérément vides, les couverts posés à côté, attendant d'être utilisés. Tout indique que le repas a été brutalement interrompu. Non pas pendant qu'il mangeait, mais au moment même où il allait être servi. Le service s'est arrêté net. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu interrompre un geste aussi simple et quotidien que celui de servir ses enfants à dîner ? Les enquêteurs photographient, mesurent, prélèvent. Chaque détail est consigné, car dans une affaire où les indices matériels sont quasi inexistants, une table à moitié dressée devient une pièce à conviction centrale. Dans le salon, une autre découverte sème le trouble. Accroché au mur, un dessin d'enfant fait de traits simples et de couleurs vives. Il représente un homme, une silhouette debout, mais un détail glace le sang. Le personnage n'a pas de visage, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, juste un ovale vide. Les psychologues et profileurs qui analyseront plus tard l'image resteront prudents. S'agit-il d'un simple jeu, d'une phase normale dans l'apprentissage du dessin chez un jeune enfant ? Ou bien est-ce le portrait inconscient d'une menace, d'un inconnu, d'une peur indicible ? Faut-il y voir un avertissement, un indice laissé, volontairement ou non, par l'un des enfants ? Face à l'absence de certitude,
le dessin de l'homme sans visage rejoint la liste des anomalies troublantes de cette maison silencieuse. Un mystère de plus, qui ne sera peut-être jamais résolu. À 21h10, un voisin affirme avoir entendu une voix masculine dans la maison. Pas un cri, pas une dispute, juste une voix grave, prononçant une phrase inaudible. Ce n'était pas le père. Je connais sa voix. Je l'ai vue marcher seule sur la route vers 2 heures du matin. Elle tenait quelque chose. Un vêtement? Un sac? « 48 heures après la disparition, un message apparaît sur le téléphone du père. C'est impossible techniquement, le téléphone était éteint, batterie retirée. Un souffle, un frottement, un pas, là. Les experts du son n'ont jamais réussi à savoir si cette voix était humaine ou générée numériquement. Face à l'énigme de ces 3 mots, les enquêteurs assemblent un collège d'experts sans précédent. L'enregistrement audio, d'une durée de quelques secondes à peine, devient la pièce à conviction la plus scrutée de l'affaire. Chaque expert reçoit la même mission, déchiffrer l'indéchiffrable. Un linguiste analyse la phonétique, la structure des syllabes, cherchant une correspondance avec une langue connue ou un patois. Un expert en dialectes régionaux tente de déceler un accent, une intonation qui pourrait trahir une origine géographique. Un spécialiste militaire explore la piste des codes phonétiques, comme l'alphabet de l'OTAN, souvent utilisé pour épeler des informations cruciales dans des conditions difficiles. Simultanément, un analyste en signaux faibles recherche des schémas cachés, tandis qu'un expert en appel d'urgence compare la cadence et le ton à des milliers d'enregistrements de personnes en détresse. Enfin, le technicien en audioforensique utilise des techniques de pointe. Il génère des spectrogrammes pour visualiser le son, applique des filtres pour réduire le bruit métallique et effectue une analyse des formants pour caractériser la voix du locuteur, même à travers la distorsion. Malgré cet effort colossal, le résultat est décevant. Aucun ne parvient à établir avec certitude le sens exact des mots. Les pistes s'annulent les unes les autres. Cependant, une convergence fragile émerge. En se basant sur la structure sonore et le contexte de la disparition, 2 des experts, le linguiste et l'analyste en signaux faibles, avancent indépendamment la même hypothèse. Il ne s'agit probablement pas d'un nom de personne ou d'une action, mais d'un lieu. Un toponyme peut être déformé par la panique ou une mauvaise réception. Une piste infime, mais la seule dont disposent les enquêteurs. Une zone forestière située à 11 km est fouillée pendant 72 heures. Les chiens suivent une piste, direction nord. Puis est, puis plus rien. Exactement au niveau d'une ancienne carrière condamnée depuis 1994. Une zone dangereuse, souvent utilisée pour des trafics, mais aucune trace concrète n'est retrouvée. Dans la forêt, on finit par découvrir un bracelet d'enfant, un papier de bonbons avec empreinte partiellement effacée, un tissu déchiré. Le bracelet appartient bien à la fille, mais l'analyse du tissu montre une anomalie. Des fibres brûlées, comme si une chaleur intense avait été appliquée localement. Un randonneur découvre un sac d'enfant, à 40 km du village. À l'intérieur, un jouet, un ticket de caisse de la supérette du village et un dessin représentant une maison entourée de silhouettes sombres. Sur le jouet, un détail glaçant, une empreinte digitale partielle, mais trop abîmée pour être exploitée. Enlèvement organisé, mais aucun suspect, aucun véhicule, aucun mobile. Fuite forcée, mais rien n'indique que la famille préparait une fuite. Message codé. Certains pensent que les 3 mots de 21h03 étaient une alerte volontaire. Un code appris, transmis rapidement, avant que quelqu'un ne coupe la ligne. Aujourd'hui encore, aucun corps, aucun suspect, aucun mouvement bancaire. Rien. La famille semble avoir été effacée de la carte, et les 3 mots prononcés à 21h03 restent la clé d'un mystère qui, plus le temps passe, semble de moins en moins explicable. Abonne-toi à Crimissar pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.